Il est 13 h. Bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre donc cette nuit, la nuit du Maoulid. Mais avant, sachez que 5 startups reçoivent un appui financier de jeunes entrepreneurs primés lors de la finale du programme d'incubation Express. L'initiative est de l'agence Côte d'Ivoire PME soutenue par la coopération allemande, le GIZ. Objectif de ce programme, préparer les startups. Depuis le début du mois d'octobre, plusieurs campagnes de sensibilisation contre le cancer du sein sont initiées en faveur des femmes. Une campagne du genre est organisée au CHU de Treichville pour sensibiliser et dépister gratuitement afin de prévenir les risques liés à cette maladie. On en parle avec notre reporter Godefroy Okambawa. En Haïti, une bande armée procède à des enlèvements en masse, dont des citoyens américains. Les soupçons se porteraient sur un gang bien connu des autorités haïtiennes. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous rejoindre. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célébrera dans la nuit d'aujourd'hui à demain le Maoulid ou la naissance du prophète Mohammed. Cette commémoration est marquée par des communications, prêches et autres enseignements. Le Maoulid est célébré le 3e mois de l'année musulmane. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en rapport avec cette actualité, ce dimanche, dans le cadre du magazine de cette édition de 13 h, nous recevons l'imam Yaya Touré, imam de la mosquée Fitia, située dans la commune d'Abobo. Imam Yaya Touré, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Et avec vous, nous parlerons du sens et du devoir pour le musulman. Cet entretien se fera dans une trentaine de minutes. Mais avant, sachez que le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, était devant les membres de la Commission des Affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale pour leur présenter un projet de loi relatif au contenu local dans les activités pétrolières et gazières qui devrait permettre de combler plusieurs insuffisances identifiées dans le secteur et par ricochet améliorer l'offre d'emploi à l'endroit des nationaux. Les précisions de Jean-Louis Bangbo. Quels sont les députés qui sont pour son adoption? C'est à l'unanimité que les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières ont adopté ce projet de loi relatif au contenu local dans les activités pétrolières et gazières. Il s'agit en fait de faire la promotion et l'utilisation de tout ce qui est local dans les activités pétrolières et gazières, à savoir la main-d'œuvre locale, les compétences locales, les biens locaux, les services locaux, les entreprises locales, les entreprises ivoiriennes. L'adoption d'une telle disposition est d'autant plus d'actualité que les opérations d'exploration pétrolière et gazière au large des côtes ivoiriennes ont commencé à porter leurs fruits. Nous avons annoncé et découvert donc un nouveau gisement très grand et donc le projet de loi justement arrive à point nommé et il va permettre à l'entreprise qui vient, l'entreprise italienne Eni, qui vient donc pour l'exploitation de ce gisement. Donc ce projet de loi va nous permettre de mettre en œuvre le contenu de ce projet, à savoir utiliser tout ce qui est local. Le non-respect des obligations liées au contenu local que prévoit ce projet de loi expose le contrevenant à des sanctions administratives comme la suspension ou le retrait d'agrément, en plus d'une amende allant de 500 000 francs CFA à 200 millions de francs CFA. Les acteurs du secteur ont, quant à eux, à compter de cette adoption, 18 mois pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions. Un reportage signé Jean-Louis Bangbo. Et puis le premier titre de cette édition de jeunes entrepreneurs ont été primés lors de la finale du programme d'incubation Express. L'initiative est de l'agence Côte d'Ivoire PME soutenue par la coopération allemande, le GIZ. Objectif de ce programme, préparer les startups à une levée de fonds et favoriser le développement de solutions innovantes porteuses de richesse et d'emploi. Marie-Ange Kouakou, Cheikh Koné. Elles sont 5 startups qui ont bénéficié des fonds d'amorçage et des formules d'accompagnement pour booster la commercialisation de leurs produits. Ces entreprises sont les 5 lauréates de la finale du programme d'incubation Express de l'agence Côte d'Ivoire PME. La valeur ajoutée, c'est de pouvoir électroniquement payer les tickets avec un accès sur les lieux de transport ou d'événements. En même temps, on contrôle la température des personnes pour le Covid. Les 5 millions vont servir pour développer encore mieux l'application et à acheter du matériel
Sur une période de 3 mois, 10 innovateurs ont été formés par des experts de l'écosystème. Ce qu'on retient pour cette finale, c'est d'abord qu'il y a du talent en Côte d'Ivoire, évidemment, qu'il faut aller encore plus vite. Ce programme, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de promotion des PME, vise à renforcer les capacités des entrepreneurs ivoiriens. Nous travaillons maintenant beaucoup plus avec le secteur privé, avec les entreprises. Et ça s'inscrit dans la logique de vouloir créer de l'emploi, améliorer de l'emploi existant aussi pour créer du travail décent. Je voudrais d'abord remercier encore une fois donc, le GIZ qui nous accompagne dans ce projet, mais aussi dans plusieurs projets de structuration et de formalisation de nos PME, aux Ivoiriens, aux autres jeunes qui se développent et qui ont des idées. Il est possible de faire, il est possible d'aller loin. Et il faut faire confiance donc aux structures de l'État. Le programme d'incubation qui s'est fait avec l'appui de la coopération allemande GIZ est un plan d'accompagnement des startups à une étape qui permet de mettre en pratique une idée axée sur le développement entrepreneurial. Du côté de la MUGEFSI, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire, on pense au renouvellement des instances pour la mandature 2021-2025. Au cours d'une conférence de presse, le Comité électoral national a donné le chronogramme et informé les éventuels candidats sur le processus de renouvellement des organes de cette mutuelle. Issa Tchonoyeo. Le renouvellement des instances de la MUGEFSI, Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire, pour la mandature 2021-2025, c'est pour bientôt. Le Comité électoral national situe les éventuels candidats sur le chronogramme. Le premier acte du processus électoral de la mandature 2021-2025 est la publication de la liste électorale provisoire qui intervient 60 jours avant l'élection des délégués. La liste électorale provisoire comporte l'ensemble des électeurs civils. Elle est subdivisée par section électorale et par lieu de vote. Elle est consultable depuis mardi 12 octobre dans la rubrique Élections MUGEFSI / mandature 2021-2025 ouvert sur le site web de la MUGEFSI, donc www.mugefsi-ci.com et auprès des CEL. La publication de la liste électorale définitive prévue pour le 27 octobre 2021, soit 45 jours avant l'élection des délégués des sections électorales qui aura lieu le 11 décembre 2021. Les dossiers de réclamation sont donc attendus aussi bien auprès du comité national que des comités locaux du 13 au 22 octobre 2021. Le scrutin sera transparent, assure le comité électoral. La représentante du collectif du comité national électoral, Oné Colette, invite l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État à la discipline et à la responsabilité tout au long du processus électoral et le jour du scrutin. Un reportage de Issa Tchonoyeo et la première promotion des inspecteurs de soins de l'INFAS. L'Institut national des agents de santé a effectué sa sortie. Les 72 inspecteurs de soins fraîchement sortis de cet institut auront pour mission d'assurer la qualité des soins infirmiers et la sécurité des malades dans les établissements sanitaires du pays. La création de cette filière s'inscrit dans la politique d'amélioration de la formation professionnelle des agents de santé initiée par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djedji. 72 inspecteurs de soins de l'INFAS promus pour la première fois. C'est sous le nom de promotion Loukoudia que ces nouveaux inspecteurs reçoivent leur diplôme après 2 années de formation. Ils devront auditer, encadrer et veiller au respect des normes en personnel d'équipe de soins dans les 113 districts sanitaires du pays. Nous devons intervenir pour pouvoir redynamiser, je dirais, le travail des uns et des autres. Pas en les sanctionnant, mais en découvrant ce qui n'est pas bon pour qu'on puisse parfaire. Probité, rigueur et qualité sont les valeurs que l'Institut national des agents de santé INFAS désire inculquer à ses étudiants. Grâce à une procédure d'encadrement, de contrôle, de supervision et d'évaluation quotidienne des professionnels infirmiers et sages-femmes, l'inspecteur de soins contribuera à tous les échelons de la pyramide sanitaire à l'amélioration constante de la qualité de la prise en charge de la population. Le ministère de la Santé et le secrétariat d'État aux affaires maritimes
ont tenu à encourager cette nouvelle cohorte d'inspecteurs de soins. Vous êtes la première promotion d'inspecteurs de soins en Côte d'Ivoire. Ayez constamment à l'esprit que de votre comportement sur le terrain dépendra l'avenir de cet emploi. Cette journée marque donc le début d'une ère nouvelle. L'inspecteur de soins est un cadre supérieur de la santé et est placé sous l'autorité d'un directeur de soins. L'Institut national des agents de santé INFAS enregistre 75 étudiants pour la deuxième promotion des inspecteurs de soins. Et on continue de parler de santé dans ce journal. Depuis le début du mois d'octobre, plusieurs campagnes de sensibilisation contre le cancer du sein sont initiées en faveur des femmes. Une campagne du genre est organisée au CHU de Treichville pour sensibiliser et dépister gratuitement afin de prévenir les risques liés à cette maladie. Godefroy Okambawa. Octobre rose, mois consacré à la campagne de sensibilisation sur le cancer du sein. Dans cette dynamique, une campagne de consultation et de dépistage gratuit est initiée au profit des femmes au sein du CHU de Treichville. On nous enseigne qu'il faut s'auto-palper. Mais si tu ne sais pas bien le faire, tu ne peux pas savoir si vraiment tu fais la maladie ou pas. Donc pour moi, il vaut mieux prévenir que guérir. Le cancer du sein, ce n'est pas bon. Ça tue. Donc c'est mieux de venir se faire dépister. C'est important. C'est important pour la femme que nous sommes. J'invite toutes mes sœurs de venir faire comme moi. Le coordonnateur du programme national de lutte contre le cancer insiste sur la nécessité de se faire dépister régulièrement afin de prévenir la maladie. En gardant ce rythme, en informant de manière continue nos populations féminines, que nous allons pouvoir changer les mentalités et faire en sorte qu'elles puissent venir consulter tôt. Parce que lorsque le dépistage est fait, la guérison est pratiquement certaine dans plus de 90% des cas. Selon les acteurs de la santé, le cancer du sein est un véritable problème de santé publique, mais totalement maîtrisable. L'édition de cette année est placée sous le thème « J'ai le cancer du sein ». Et alors ? Par conséquent, le défi est de continuer la sensibilisation au dépistage et surtout dédramatiser la maladie. Et parlons justement de campagne. Une autre campagne est initiée, et cela depuis quelques mois, celle pour appeler à la vaccination contre la Covid-19. Allons-y ensemble et bien apprécier l'évolution de cette maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier, samedi 16 octobre 2021, 46 nouveaux cas de Covid-19 sur 3039 échantillons prélevés, soit 1,5% de cas positifs, 61 guéris et 7 décès. À la date donc du 16 octobre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 61 028 cas confirmés, dont 59 371 personnes guéries, 681 décès et 976 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 058 819. Le 16 octobre, 37 715 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 2 859 274 doses administrées. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner contre la maladie et surtout dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, qui est gratuite et volontaire. Dans le fil de l'actualité, le CICG, le Centre d'information de communication gouvernementale, a institué un rendez-vous hebdomadaire dénommé « Tout savoir sur ». Particularité de ce canal de communication, apporter des éclairages sur les services de l'administration publique. Et pour ce premier rendez-vous, c'est le directeur de l'Institut national d'hygiène publique qui a été invité à faire le point de l'évolution de la pandémie et un point de situation concernant la vaccination. On parle bien sûr de la Covid-19. Franck Quadio. Tout savoir sur. C'est le tout dernier rendez-vous hebdomadaire du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG pour faire la lumière sur les actions du gouvernement. Premier invité, le directeur de l'Institut national d'hygiène publique qui a saisi l'opportunité pour faire l'état des lieux de la pandémie à Covid-19. À la date du 11 octobre 2021, notre pays, la Côte d'Ivoire, dénombrait 60 829 cas confirmés, dont 58 964 cas guéris. Mais malheureusement, à cette date-là,
nous déplorions 681 décès, dont 183 pour le seul mois de septembre 2021. Ces chiffres sont la preuve que la maladie à coronavirus continue sa progression. Plusieurs dispositions stratégiques ont été mises en place par l'État pour limiter l'évolution de la pandémie. Pour le conférencier, la vaccination est le mode de prévention le plus efficace. À la date du 11 octobre 2021, 2 606 711 doses ont été administrées, dont 2 245 en première dose et 606 269 en seconde dose. En termes de nombre de doses réceptionnées par l'État du Côte d'Ivoire, nous avons atteint la barre de 5 millions de doses. Pour être plus précis, nous avons reçu 5 699 470 doses sur les 12 millions que nous avons commandées. Dans sa politique de riposte contre la Covid-19, l'État s'est fixé pour objectif de vacciner 70% de la population ivoirienne. Selon le professeur Bénier Bivreau, la population vaccinée est estimée à 14% à Abidjan contre 4% au plan national. Respect des mesures barrières et vaccination. Bénier Bivreau en appelle à la responsabilité de tous. La responsabilité de tous. Intéressons-nous à présent à ce projet de labellisation des sites d'information dans le domaine du numérique qui vient d'être lancé par le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire en vue de lutter contre les fausses informations et les manquements au code d'éthique et de déontologie. Le projet bénéficie d'un soutien financier de l'ambassade des États-Unis estimé à environ 12,5 millions de francs CFA. Ces nouveaux médias seront passés au peigne fin et 10 d'entre eux seront labellisés pour la phase pilote. Didier Nguessan. 130 sites d'information, dont 52 titres, édités par 49 entreprises de presse numérique. Cette configuration de la presse en ligne en Côte d'Ivoire, plutôt quantitative, nécessite également une approche qualitative. C'est ce à quoi travaille le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, REPRELSI. Un projet de labellisation des sites d'information est en chantier. Les principaux acteurs définissent les modalités. Nous avons exigé 2 journalistes professionnels, une ancienneté de 2 ans, donc une entreprise légalement constituée qui est dotée d'un registre de commerce, un contrat de bail qui a le récépissé du procureur de la République, donc par ricochet, qui est donc déclaré auprès de l'ANP ou de la ACAP. Mais cela ne suffit pas, il faut avoir une ancienneté de 3 ans avec employé des journalistes professionnels au sein de sa rédaction. Une fois une entreprise de presse en ligne est labellisée, ça attire du profit parce que ça attire les annonceurs, ça attire donc la publicité. Et c'est pour cela que nous saluons véritablement cette initiative. Les critères de labellisation suivant la réglementation sur la presse, l'éditorial et le monitoring ont été présentés par Barthélémy Kwame, expert en management des médias. Pour Alfred Damoussa, spécialiste des médias, la presse en ligne devrait avoir le souci de protéger le lecteur au même titre que les industriels vis-à-vis des consommateurs. Le projet de labellisation est soutenu par l'ambassade des États-Unis, principal financier, et le ministère de la Communication. Lutter contre la mésinformation et la désinformation pour assurer que la population de la Côte d'Ivoire a accès à l'information crédible et à travers un média professionnel. C'est un important programme qui a pour but de créer les conditions de développement de ces nouveaux médias-là et lutter contre les fake news, former les acteurs des nouveaux médias et créer aussi de l'emploi, parce que c'est un secteur très porteur. Grâce à ce label, le REPRELSI s'engage à assainir la presse en ligne. Une fumée noire dans le ciel, des sapeurs-pompiers à la tâche pour tenter de circonscrire le sinistre. Nous sommes à la Riviera 3 où un incendie s'est déclaré hier samedi en fin d'après-midi près du supermarché Chic Shop à la Riviera 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les dispositions ont été prises par le sapeurs-pompiers pour tenter justement d'éteindre le feu. D'importants dégâts matériels constatés, mais aucune perte en vie humaine selon les secours. Jean-Marc Djedji. Nous sommes en fin d'après-midi quand nous arrivions à la Riviera 3, dans les environs du quartier 9 kg à Cocody.
En face de nous, de fortes flammes à l'intérieur d'un bâtiment en construction de 6 étages, jouxtant le supermarché Chic Shop. Un centre commercial bien fréquenté par les riverains. Très vite, le feu se propage sur le toit du supermarché, sous les yeux ahuris des badauds. Des employés de ce centre et des habitants du quartier encore sous le choc témoignent. On ne sait même pas comment le feu a été déclenché, mais certainement on va faire nos enquêtes. Il est difficile d'évaluer la perte pour le moment. J'étais de passage et un parent qui m'a appelé, m'a dit qu'il y avait le feu ici. Donc j'ai garé et puis je suis venu le voir. Et ensemble on a assisté impuissamment à l'évolution des flammes, quoi. Ça va être 18 et 19 par là. De l'autre côté, où il y a le bâtiment inachevé là. Il y avait des effondrements, ça faisait vraiment peur. Des éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Adjamé, dépêchés sur les lieux, s'activent avec professionnalisme et tact pour circonscrire le feu. Tous les compartiments du supermarché subissent le diktat des 4 pompes à incendie de 60 combattants du feu. Il y a 2 bâtiments en construction qui sont mitoyens au magasin. Et ces magasins-là servent de lieu de stockage. Pourtant, ils sont en travaux. Le feu commençait à menacer le magasin lui-même. Nous sommes entrés dans le magasin pour le protéger de l'intérieur. Malheureusement, tous les équipements installés dans le magasin ont été désactivés, c'est-à-dire les robinets d'incendie armés, le système de sécurité incendie. À l'heure actuelle, nous sommes maîtres du feu, c'est-à-dire on ne peut plus avoir d'évolution. Le feu n'est pas encore éteint, mais il ne peut plus évoluer. L'on enregistre aucune perte en vie humaine et d'importants dégâts matériels dans le bâtiment inachevé annexe du supermarché. Le pire a été évité, mais les opérations de reconnaissance sont en cours afin de protéger les riverains. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que le 24 septembre dernier, le Premier ministre Patrick Hachi annonçait la volonté du gouvernement de relancer les activités de l'ex-géant du textile ivoirien, les établissements Robert Gonfreville. Dans la continuité de cette action, une importante rencontre qui rentre dans le cadre de cette modalité de reprise s'est tenue à Bouaké entre le ministre Amadou Koné et les responsables travailleurs de cette usine. C'est ce que nous rapporte Kader Sogodogo. Le ministre des Transports, Amadou Koné, dans son rôle d'émissaire du gouvernement, est face aux représentants des travailleurs des établissements Robert Gonfreville, ex-géant du textile ivoirien, sur lesquels l'essor économique de la ville de Bouaké reposait en partie. Depuis plusieurs décennies, frappé par la faillite, son agonie est sûre de tous, de plus de 3000 travailleurs à moins de 200 aujourd'hui. Dans le cadre de la relance des activités économiques de Bouaké, le Premier ministre Patrick Hachi, à l'issue d'une visite à Gonfreville, avait annoncé la main tendue du gouvernement. Depuis lors, des modalités de relance existent grâce au ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est un émissaire du gouvernement que le ministre des Transports, Amadou Koné, a rencontré les responsables de l'usine. C'est bon que nous ayons ce dialogue-là pour enrichir donc, ce qui est en train de se faire, rassurer aussi donc, les uns et les autres que le gouvernement est à la tâche pour ouvrir effectivement donc Gonfreville. Donc c'est cet exercice que nous avons fait ce matin. Je crois que ça a été une réunion enrichissante. Une rencontre saluée par les élus et les responsables de Robert Gonfreville. Bon, nous nous sentons soulagés, nous nous sentons rassurés. Aujourd'hui, c'était une rencontre très très importante. Je pense que le gouvernement est en train de joindre l'exact à la parole à travers cet échange de quelques heures que nous avons eu avec M. le ministre et toutes les autorités de la ville. Nous avons pu voir la volonté de l'État de faire cette relance, mais de faire cette relance de façon pérenne, durable, on va dire définitive. Bouaké et la Côte d'Ivoire, ainsi qu'une bonne partie du monde, se souviennent des draps de lit, des serviettes de table et de douche, etc. Du pur coton. L'usine, grâce au gouvernement, retrouvera son lustre d'antan. Les établissements Robert Gonfreville ont été créés en 1921. Reportage signé Kader Sogodogo. Une ONG chrétienne dénommée Tabitha Fontaine de Grâce offre des kits scolaires à 200 enfants orphelins et non-voyants de la ville de Tomodi. En plus de ces dons, du matériel spécialisé leur a aussi été offert. La mission de cette ONG, apporter réconfort et amour pour redonner espoir à toutes les personnes vulnérables. Eugène Atoubé. Dans la cour de la sous-préfecture de Tomodi, une atmosphère de fête. Des hommes, des femmes et des enfants
s'y sont retrouvés à l'invitation de l'ONG chrétienne Tabitha Fontaine de Grâce pour un moment de solidarité et de partage. 220 kits scolaires ont été distribués aux enfants issus de toutes les classes du primaire et ceux des 6e et 5e de collège pour les aider à affronter cette année scolaire 2021-2022 sous de meilleurs auspices. Grâce à l'ONG, j'ai eu aussi mes kits scolaires. Je veux leur remercier pour tout ce qu'ils font. Je dis merci à l'ONG et je vais être le premier de la classe. Outre cet acte à l'endroit de ces enfants orphelins, l'ONG Tabitha Fontaine de Grâce a offert aux non-voyants de Tumodi 5000 feuilles braille, 20 poinçons et 20 tablettes. Aux veuves et aux personnes vulnérables en général, ce sont des sacs de riz, de la poudre à laver, des vêtements que l'ONG chrétienne a distribués. Œuvre de charité, mais surtout geste d'amour. L'ONG Tabitha apporte un réconfort aux personnes fragiles et vulnérables de Tumodi et les invite à avoir confiance en Dieu miséricordieux. Nous devons être solidaires, nous devons nous rassembler parce qu'à plusieurs, la voix porte. Les mots nous manquent devant cette gratitude-là. Merci. Nous sommes dans la joie de voir toutes ces personnes se réjouir avec nous aujourd'hui de recevoir ces présents. On ne peut pas avoir et ne pas partager. Et c'est un fardeau que nous avons de réjouir le cœur de tous ceux qui souffrent autour de nous. L'ONG Tabitha Fontaine de Grâce envisage la création de centres d'accueil pour personnes vulnérables dans plusieurs localités du pays et à Tumodi spécialement un orphelinat pour redonner confiance et espoir à tous les enfants de cette condition. Direction le Burkina Faso, précisément Ouagadougou, où hier samedi 16 octobre 2021 s'est ouvert le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La délégation ivoirienne est présente dans cette ville avec à la tête la ministre de la Culture, Alette Badou, le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé. Notre reporter Serge Coléa se trouve dans la ville. Des échos de cette cérémonie d'ouverture avec Serge Coléa. Yenenga Legacy, hymne à la résilience et à la résistance. C'est le spectacle offert par le Burkina Faso à l'ouverture de la 27e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Du rythme et du tempo offert au public du Palais des Sports de Ouaga 2000. Malgré le report de la date de février à octobre, la pandémie de la Covid-19 n'a pas eu raison de la Biennale du 7e art africain. 1 heure de spectacle avec des temps forts comme l'hommage à feu le capitaine président Thomas Sankara. Le FESPACO rend aussi les honneurs à ces soldats au front qui combattent le terrorisme dans le nord du pays. Notre pays est en proie à une crise sécuritaire sans précédent. Nous resterons debout et par la grâce de Dieu, nous vaincrons. Nous ne nous baisserons jamais et nous ne baisserons jamais les bras. C'est l'occasion de rendre hommage à nos forces de défense qui sont au front, à nos VDP qui nous permettent de célébrer le FESPACO dans la paix et la sécurité. Je voudrais ici leur dire grandement merci. Le Sénégal est le pays invité d'honneur de cette 27e édition du FESPACO. Le cinéma sénégalais est présent au Burkina depuis toujours, depuis Sembène Ousmane jusqu'à Alain Gomez, jusqu'aux plus jeunes hommes et femmes qui vont se faire entendre très prochainement. Nous allons participer pleinement avec nos 19 films sélectionnés, dont 14 pour la compétition officielle. Enfin, le clap d'ouverture avec le président du Faso, Roch Marc Kaboré, pour laisser toute la place au cinéma. Au programme, 239 films africains et des diasporas seront projetés du 16 au 23 octobre. La Côte d'Ivoire est à Ouagadougou avec 9 films en compétition dans différentes catégories. Le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle est présent avec la ministre Arlette Badou Nguessan. La radiodiffusion-télévision ivoirienne participe également à cet événement. Une délégation conduite par le directeur général Fosséni Dambélé.
Voilà, des échos de cette célébration qui a donc eu lieu hier samedi à Ouagadougou avec notre reporter Serge Coléa. Dans l'actualité internationale, en Haïti, hier samedi, un des principaux gangs du pays a procédé à des enlèvements en masse en kidnappant notamment une quinzaine de citoyens américains. Les soupçons se porteraient sur un gang bien connu des autorités haïtiennes, gang qui contrôle depuis plusieurs mois la région située entre la capitale et la frontière avec la République dominicaine. Et puis nous le disions à l'entame de cette édition, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célébrera dans la nuit de ce dimanche 17 au lundi 18 octobre 2021 le Maroulid ou la naissance du prophète Mohammed. Et pour cette édition, les communications, prêches et autres enseignements se feront autour du thème la place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée. Et justement, en rapport avec cette actualité, ce dimanche, nous avons avec nous l'imam Yahya Traoré, imam de la mosquée Fitia d'Abobo, située dans la commune d'Abobo. Imam, merci d'être avec nous sur ce plateau pour ensemble aborder justement ce sujet qui est d'un intérêt important et capital. Alors imam, je le disais tantôt, que représente réellement cette célébration de la nuit du Maroulid pour le fidèle musulman? Merci bien, merci de nous recevoir ici sur votre plateau. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ce que représente le Maoulid pour le fidèle musulman, c'est une commémoration pour la naissance de l'homme le plus important pour le musulman et l'humanité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'humanité étant plongée dans un paganisme, dans de l'idolâtrie et dans de grands soucis spirituels au niveau de toute l'humanité, alors à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala fait naître un homme, Mohammed alayhi salatu wa salam, qui va venir aider l'humanité à travers les révélations que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner. Donc ce jour-là devient un jour de commémoration de sa naissance, qu'on appelle les Maoulids, qui est tiré du mot en arabe plutôt Maoulid, la naissance. Ça explique la naissance de quelqu'un qui est Mohammed alayhi salatu wa salam, le prophète de l'islam. Alors imam, combien de fêtes distingue-t-on en islam? Est-ce que le Maoulid en fait partie? En islam, il y a deux fêtes qui sont institutionnalisées par le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Il y a la fête de Al-Eid al-Adha, qu'on appelle communément la Tabaski. Il y a la fête Al-Eid al-Fitr, qu'on appelle la fête de Ramadan. Ce sont ces deux fêtes qui sont institutionnalisées. C'est dans ce cas que le Maoulid n'est pas une fête. Le Maoulid est plutôt une commémoration de la naissance du messager sallallahu alayhi wa sallam. Un rappel de la naissance de ce grand homme. Donc on manifeste cela en reconnaissance de ce qu'il est venu donner à l'humanité. Sinon, il n'y a que deux fêtes qui sont institutionnalisées et qui ont été faites également par ce grand homme, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec tous ses contenus, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire pendant ces deux fêtes. Et donc le Maoulid vient être ici une commémoration, un rappel pour le fidèle musulman qu'il y a eu quelqu'un qui est venu donner un message très fort à toute l'humanité. Alors, imam, une commémoration de la nuit du Maoulid diversement appréciée par les fidèles musulmans. Je vous invite à suivre avec moi cet élément réalisé par notre reporter Djenné Babini pour savoir de quoi il en retourne. Maoulid, commémoration de la naissance du prophète Mohammed. Rendez-vous spirituel pour certains musulmans. Il se célèbre chaque 12 Rabia al-Awal, 3e mois de l'année musulmane. Si cette commémoration suscite l'engouement chez certaines personnes, d'autres n'en voient pas l'importance. Pour moi, la Maouloud, c'est, on va dire, commémorer notre prophète, prier pour lui, prier pour son âme et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la communauté musulmane. Ce n'est pas en tout cas Maouloud, parce que bon, selon la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà, personne ne peut savoir avec exactitude le jour de la naissance du prophète, quoi. Personne ne peut le savoir de manière précise. Et donc, c'est des suppositions qui amènent les gens à célébrer un jour particulier pour dire que c'est le jour de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne faisons pas d'anniversaire. Il faut bien comprendre, c'est bel et bien la commémoration de la naissance du prophète. Pas une fête, pas l'anniversaire, mais à zikro, c'est-à-dire se rappeler de ce jour, comme nous nous rappelons de papa, comme nous nous rappelons de maman, comme nous nous rappelons des événements heureux et malheureux de notre vie.
Malgré ce qui peut se dire sur le Maoulid, cet événement s'inscrit dans le calendrier musulman. Ainsi, il est célébré partout dans le monde. Sa commémoration, selon les personnes qui lui sont favorables, s'appuie sur plusieurs interprétations de sourates du Saint-Coran, notamment la sourate 33 dans son verset 56 qui dit, je cite, « Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » Fin de citation. Voilà, un élément de Djelleba Bini commenté par Godefroy Okambawa. Alors, Imam Yahya Traoré, votre réaction tout de suite suite à cet élément dans lequel nous voyons différentes appréciations de cette commémoration. Oui, en effet, s'il y a des différentes interprétations, cela est évident. Parce que comme nous venons de dire tout à l'heure, que le messager sallallahu alayhi wa sallam lui-même a institutionnalisé de son vivant deux fêtes. La fête de Eid al-Adha et la fête de Ramadan. Et le Maulid qui commémore, lui, sa naissance, il n'a pas institutionnalisé de cette manière, dire de faire la commémoration chaque année. Mais il jeûnait le jeudi et le lundi. On lui a posé la question, mais pourquoi vous jeûnez le lundi et le jeudi? Il dit, pour le jeudi, je jeûne parce que les œuvres montent vers le Seigneur le jeudi, mais le lundi, en reconnaissance à mon Seigneur, parce que je suis né le lundi. Et donc, ceux qui ne commémorent pas annuellement se contentent de jeûner et d'appuyer ce texte du messager sallallahu alayhi wa sallam en jeûnant le lundi. Et donc, ceux qui commémorent trouvent nécessaire pour que l'année de sa naissance, effectivement, qui est l'année qu'on appelle l'année Amul Fil, l'année d'éléphant, c'est cette année-là que des gens ont tenté d'aller détruire la Kaaba. Donc, c'est cette année, et dans le Coran, la naissance du messager sallallahu alayhi wa sallam se identifie à ça. Et donc, c'est le 3e mois de l'année lunaire. Alors, Imam, y a-t-il des mérites à célébrer cette fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam? Oui, bien sûr, il y a toujours des mérites à commémorer tout ce qui est bon et tout ce qui est bien lorsqu'il y a un acte qui est bien fait et que nous apprécions cet acte. Et donc, il y a toujours des mérites. Et de ce fait, en commémorisant la naissance du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans un bon cadre, c'est dans le bien-être. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait quotidiennement dans notre vie, dans la vie spirituelle, en lisant le Coran, en faisant des sacrifices, en faisant des prêches. Tout ce qui est bon à faire, c'est ce qu'on fait. Et donc, quand on le fait, on a forcément des mérites. Et c'est ainsi que cette fête doit être célébrée réellement. C'est comme ça, par des prêches, des enseignements. C'est cela la bonne façon de célébrer cette commémoration? Oui, c'est pourquoi on a dit tout à l'heure, comme ce n'est pas une fête qui a été institutionnalisée et faite par le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, et donc les choses qui vont avec, ce sont des choses de spiritualité, de bonté, la lecture du Coran et faire beaucoup de prières sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit tout de suite l'élément. Et donc, Allah et ses anges font la prière sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous qui avez cru, faites des prières pour lui. Et donc, en faisant ça, donc, ce sont des formes de célébrer la commémoration de Maoulid par ceux qui veulent le faire. Alors, une nuit au cours de laquelle on procède à la lecture du Coran, quel bénéfice pour le fidèle musulman de prendre part à cette lecture directement? Comment est-il directement impacté? Il est important à chaque fois que le musulman lise le Coran, pas seulement les Maoulids, mais le Maoulid étant un jour de commémoration. Et donc, on introduit dans les actes que nous allons faire, les actes de spiritualité. Et quand le fidèle prend part à la lecture du Coran, il ne peut que avoir des mérites, des grands mérites. Et en plus de célébrer cela dans la commémoration de la naissance du messager, et donc ça ne fait que du bien. Et la lecture du Coran, chaque musulman doit prendre part à ça tous les jours. D'ailleurs, c'est quotidien dans la vie du musulman. Alors Imam, dites-nous, est-ce que le Maoulid est l'occasion pour le fidèle musulman de multiplier les actes de générosité pour les personnes qui sont en situation de difficulté? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, absolument, mais cela n'impacte pas forcément que parce que c'est le Maoulid et qu'il y a des mérites exceptionnels. Il y a des mérites exceptionnels dans d'autres jours que les actes sont multipliés. Pendant le mois de Ramadan, par exemple, et quand on pose des actes, c'est multiplié. Mais par rapport au Maoulid,
Il n'y a pas des actes à dire que c'est multiplié parce que c'est le Maoulid. Mais on a des mérites quand on pose des actes. Et le fait de commémorer cela, et donc ça a un impact individuel, personnel, entre celui qui fait et Dieu. Dans quel cadre la personne le fait. Si c'est magnifier le messager sallallahu alayhi wa sallam, Dieu le sait. Dans d'autres cadres, Dieu le sait. Mais être heureux parce que quelqu'un est venu sauver l'humanité, et dans le cadre de l'islam qu'est le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a quand même des mérites. Alors, le thème principal retenu cette année est la place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée. Pourquoi le choix d'un tel thème ? Oui, c'est important parce que quand on regarde aujourd'hui, quand on fait une analyse, on verra que le monde aujourd'hui est en train de dégringoler avec l'amalgame de beaucoup de choses, l'amalgame culturel, l'amalgame des civilisations. Et quand on prend nos propres cas ici en Côte d'Ivoire et surtout en Afrique, on verra que les gens ont délaissé beaucoup de choses, c'est-à-dire le bon comportement et ainsi de suite. Et donc, ce thème va nous ramener à la citoyenneté. Et ce thème va nous amener à l'éducation réelle. Et donc, le messager Mohammed alayhi salatu wassalam étant l'homme parfait qui incarne et qui symbolise cette éducation parfaite. Et donc, avec ce thème, en référence du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que Dieu dit dans un verset du Coran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Et dans un autre verset, il va dire wa innaka la ala khulqin azim, tu es d'un caractère parfait, exceptionnel. Et dans ce modèle-là, quand on va expliquer encore comme on le fait à chaque fois, afin que les gens s'identifient à lui. Et donc, on verra que ça va impacter beaucoup sur le comportement des gens, afin que chacun soit un bon citoyen dans son environnement. Et j'allais rebondir pour poser la question suivante. Aujourd'hui, devant tous les mouvements et tous les changements auxquels on assiste, avec justement le contexte dans lequel nous évoluons, comment est-ce que l'islam appréhende justement ces changements-là et quels sont les différents messages qui sont justement portés à l'attention des fidèles pour leur permettre de prendre conscience qu'aujourd'hui, nous évoluons dans un monde en mouvement? Absolument, c'est très important cette question. Et donc, relativement à ce que nous sommes en train de dire, et le messager étant le modèle, et Dieu dit dans un verset du Coran, vous avez un bel exemple à ce messager, dans son comportement. Et donc, quand on suit son comportement, dès sa naissance, de sa naissance, avec la vie plutôt avec ses concitoyens, sa vie à la Mecque, sa vie à Médine, sa vie avec les autres, sa vie avec les autres religieux. Ainsi de suite, on verra dans ce brassage de vie qu'il a donné un modèle parfait. Et ce que vous dites tout à l'heure est tellement important que si le musulman s'identifie en s'intégrant cette vie-là de messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie, je pense qu'il va répondre à quelque chose de parfait et un modèle d'un bon citoyen, un modèle d'un bon voisin, un modèle d'un homme concret et parfait qui pourra être utile dans le processus de la vie aujourd'hui, dans le brassage culturel. Alors, Imam Yahya Traoré, vous en parlez depuis déjà quelques minutes, ce messager, ce modèle parfait. Aujourd'hui, donc dans la nuit, les fidèles musulmans vont commémorer la naissance du prophète. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce messager-là? En si peu, ça sera difficile, mais nous allons résumer pour dire, en se référant de ce verset de Coran, dans lequel Allah dit, vous avez un bel exemple à ce messager. Et quand on regarde sa vie, il a été persécuté, il a été insulté. Une vie de persécution, d'insultes? Oui, de persécution, d'insultes, de rejet, de sabotage. Mais il a toujours répondu favorablement. Il a toujours répondu avec l'amour. Il a toujours répondu avec le respect. Il n'a jamais manqué de respect à qui que ce soit. Et donc, même quand Dieu lui a donné ce qu'il fallait, la force, le pouvoir, et donc il a répondu de la plus belle manière à ses adversaires. Et ce qui a fait aujourd'hui que l'homme qui était l'ennemi déclaré à la Mecque des mécréants et des idolâtres, aujourd'hui, tout cela se glorifie et se vante de son nom. Il se glorifie et se vante aujourd'hui de son comportement. Et donc, ils se reconnaissent en lui. Pourtant, on l'avait rejeté. Même à Médine, quand il est arrivé à Médine, par exemple, et il était l'homme qui a propulsé l'islam avec les autres co-religionnaires. Et Médine, aujourd'hui, est une ville
parfaite, une ville d'excellence, une ville d'amour. Qui accueille des millions de visiteurs. Des millions de visiteurs. Et tout ça dans le contexte de la spiritualité. Et donc, quand on regarde la vie de cet homme, il a sauvé l'humanité. Il a dit, et quand on résume sa vie, c'est une vie d'excellence, une vie de perfection. Et tout ce qu'il a apporté comme message, c'est le message de l'humanité, le message de la fraternité, le message du bon voisinage, le message vertical et le message horizontal entre les hommes et entre les hommes et leur Seigneur. Comment il faut converger envers ça. Et comment il faut fonder une famille, comment il faut faire une amitié, comment il faut respecter les autres. Toute sa vie est pleine de modèles et d'exemples. Merci à vous, Imam Yahya Traoré, d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions. Je rappelle que vous êtes l'imam de la mosquée Fitiar, située dans la commune d'Abobo. Vous étiez avec nous sur ce plateau pour ensemble aborder un sujet qui consiste bien sûr à parler du sens et du devoir pour le musulman. Je rappelle que dans la nuit d'aujourd'hui et demain, la communauté musulmane commémore la nuit du Maouloud, la naissance du prophète Mohammed. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.